18h12 sur Radio Plus Haleine et nous retrouvons tout de suite le club Carafo et Santé avec Edwige et Ludovic. Merci Elodie. Merci Elodie. Bonjour Elodie. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir docteur Vauduit. Et bonsoir au docteur Marc Géraud. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Elvige, bonsoir docteur Marc Géraud et bonsoir docteur Vauduit. Bonsoir Voilà. Ludovic, bonsoir Edwige et bonsoir docteur Marc Géraud. Et Je te remercie beaucoup de revenir aujourd'hui pour un autre sujet sur l'urologie. Je vous remercie de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui m'est très cher, qui vraiment a été ma passion depuis des années, qui est donc l'incontinence urinaire en général. Et ce soir, nous allons parler surtout de l'incontinence urinaire chez la femme. Alors c'est vrai que la vessie chez la femme, c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez sollicité, et vraiment c'est un problème qui concerne des millions et des millions de femmes. Alors on va pas parler ce soir des cystites, mais on va surtout parler de l'incontinence urinaire, c'est-à-dire que c'est des femmes, quel que soit l'âge, depuis 20-25 ans jusqu'à le dernier âge, qui ont des problèmes de fuite urinaire, c'est-à-dire des difficultés pour garder leurs urines et avoir des petites pertes d'urine, des fois imprévues et des fois désagréables. Donc c'est une pathologie, c'est un signe qui est très variable, qui peut correspondre à beaucoup de pathologies. Et vraiment, le travail de nous, urologues, va être de faire la part des choses pour trouver le bon traitement adapté. Et c'est vrai qu'on est assez excité depuis quelques années par cette pathologie, parce que on a depuis quelques années, et je fais partie des groupes d'experts qui, à Paris et en Europe, cherchent dans ce domaine, on a plein de nouveaux traitements, des possibilités thérapeutiques qui sont vraiment très satisfaisantes dans un grand nombre de cas pour répondre aux désagréments des patientes. Donc tout notre travail est vraiment de bien analyser pourquoi il y a ces fuites d'urine, à quoi elles correspondent, et de donner le traitement tout à fait adapté. Je voulais profiter de l'antenne pour dire que à la clinique Saint-Côme où je travaille, j'ai développé ce domaine de prédilection qu'est l'incontinence urinaire, et je suis assez satisfait de ces résultats, puisque dans le classement du point qu'il y a eu début septembre, nous étions, je crois, 2e d'Île-de-France pour le traitement de l'incontinence urinaire. C'est vrai que c'est un de mes petits sujets tabous, et j'ai développé ce domaine à Saint-Côme où je suis assez fier de mon travail. De nombreux urologues étrangers d'ailleurs viennent voir les techniques que j'ai mis au point, et grâce à des ateliers de recherche que j'ai mis à Saint-Côme. Donc je voulais quand même dire que c'est un sujet qu'on connaît bien, et je voulais répondre aux questions que vous allez me poser. J'espère que vous serez nombreux à nous téléphoner. oui, alors justement, en parlant de téléphoner, on va rappeler le numéro de téléphone 03 44 75 3000 pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. N'hésitez pas à poser les questions, et Marc Géraud, docteur Marc Géraud, vous répondra. Alors, la première question est vos patientes, parce que ce sont que des femmes. Ce soir, on ne parle que des femmes, que c'est vraiment, il y a aussi bien entendu des fuites d'urine et des incontinences chez l'homme, oui. Mais c'est un domaine qui est vraiment très différent, et je crois que vraiment déjà le sujet de la femme est assez vaste, et on parlera aujourd'hui que des femmes. D'accord. Alors, vos patientes, elles ont, l'âge de vos patientes pour ce genre de problème? Alors, ça peut commencer très tôt, mais c'est vrai que les symptômes les plus fréquents apparaissent à partir de la trentaine, et peuvent aller bien entendu très très tardivement dans la vie. Alors, pourquoi? Parce que les facteurs qui interviennent dans l'incontinence urinaire, il y a plusieurs facteurs. Il y a bien entendu, on sait, les accouchements, les accouchements multiples, et
insiste beaucoup sur l'importance de la rééducation périnéale chez la femme après l'accouchement. Et on voit encore aujourd'hui, en 2017, des femmes qui ont accouché il y a 50, 60 ans et qui ont maintenant les séquelles de leur accouchement aussi tardivement, parce que tout simplement il y a 50 ans on n'attachait pas autant d'importance à la rééducation. Donc maintenant, bon, c'est bien fait, on éduque les femmes pour qu'elles fassent cette rééducation et c'est vraiment très très important. Donc ça, ce sont des femmes jeunes, des femmes sportives, et puis il y a un autre facteur qui est un facteur social actuel, c'est le tabac. Beaucoup de gens savent la toxicité du tabac sur les poumons, mais le tabac, et on a une grosse consommation tabagique en croissance chez la femme, le tabac est malheureusement un produit toxique dans la vessie qui peut donner de l'irritation vésicale. Alors au départ simplement ce qu'on appelle des urgenturies, c'est-à-dire des envies très pressantes d'uriner, mais des fois des polypes, des tumeurs, et ces lésions dans la vessie liées au tabac peuvent se révéler par une incontinence urinaire. Ah oui. Oui, tout à fait. Alors l'incontinence urinaire, c'est un terme vague, c'est un terme très vaste. Je voudrais juste rappeler quels sont les différents types d'incontinence urinaire. Donc l'incontinence urinaire, c'est la perte d'urine dans un contexte un petit peu involontaire. Donc ça élimine certaines choses. Donc le plus souvent, c'est quoi? C'est, de façon assez caricaturale, des fuites urinaires quand on fait un effort, quand on joue au tennis, quand on fait du trampoline avec ses enfants, quand on fait du jogging. Ça, c'est un type d'incontinence urinaire. Mais il y a aussi l'incontinence urinaire qu'on appelle scientifiquement, d'un terme un peu pompeux, l'urgenturie, mais c'est des femmes qui ont des envies très pressantes d'uriner et qui n'arrivent pas à se contenir. Alors, je prends un exemple que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle l'histoire de la clé dans la serrure. Je suis sûr que ça vous est tous arrivé. Vous rentrez de faire vos courses, vous avez fait un long trajet, et là, il suffit que vous arriviez devant votre porte pour que d'un seul coup, mais dans la seconde, il faut que vous fassiez pipi. Ça, c'est normal, ça arrive à tout le monde, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la clé dans la porte, c'est classique, c'est un phénomène neurosensoriel qui déclenche ça. Si le feu rouge avait duré 3 minutes de plus, votre envie d'uriner, elle serait arrivée 3 minutes plus tard, donc c'est pas un phénomène pathologique, c'est simplement un réflexe. Par contre, il y a des femmes qui ont ces envies extrêmement urgentes d'uriner et qui peuvent pas se contenir. J'avais l'exemple d'une patiente qui était chauffeuse, qui était conductrice de métro et qui ne pouvait pas s'empêcher de faire pipi entre les stations de métro tellement elle était dans le noir et profitait du noir pour aller entre les deux stations pour aller uriner. C'était insupportable. Sa vie était insupportable. Alors, heureusement, depuis quelques années, on a mis au point des traitements médicaux ou même plus pour pouvoir traiter cette vie insupportable liée aux envies pressantes d'uriner. Alors, quels sont justement tout ce que vous faites pour ces femmes, pour les empêcher d'avoir cette envie? Parce que c'est une maladie quand même. Ça peut être maladie, je sais pas si c'est le mot parce que il n'y a pas de risque à long terme, mais c'est une gêne qui est extrêmement invalidante au quotidien. Ça peut rendre la vie insupportable au quotidien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà, ça commence par un interrogatoire assez précis, savoir quand, comment, dans quelles circonstances. Après un examen clinique, c'est très important parce que peut y avoir la constitution de la femme est faite que, si vous voulez, il y a le vagin et qui crée un point de faiblesse dans ce plancher important musculaire qu'est le périnée, et donc il faut examiner les femmes pour voir si elles n'ont pas un début de descente de vessie ou de descente d'organes qui peut être la cause de l'incontinence urinaire. Et après on a des examens qui permettent de mieux analyser le fonctionnement de la vessie. La vessie, voilà. Alors, ce sont des examens très compliqués. Non, c'est ce qu'on appelle des examens. C'est ce qu'on appelle un examen urodynamique, c'est-à-dire qu'on met dans la vessie 2 petits capteurs qui mesurent les pressions dans la vessie pour savoir comment fonctionne la vessie. Alors, pourquoi? Parce que c'est très intéressant d'essayer de comprendre comment fonctionne la vessie. La vessie, c'est un réservoir dans lequel l'urine qui vient des reins descend et est stockée.
Donc au départ, vous avez 100, 200 cc, 300 cc dans votre vessie. Vous vous en rendez pas compte, vous vivez avec vos 300 cc dans votre vessie, et puis d'un seul coup, la vessie va être presque pleine, et là il y a des signaux d'alerte qui vont se mettre en marche, qui vont vous dire attention, moi je commence à être fatigué, il va falloir que je me vide. Donc la vessie, elle envoie un influx au cerveau, et le cerveau, lui, va répondre, écoute, faut que t'attendes, et puis moi je trouve une solution, et là à ce moment-là, quand tu es dans les toilettes, je donne le feu vert. Et quand on est aux toilettes et qu'on a le feu vert pour uriner, qu'est-ce qui se passe ? C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a, d'une part, la vessie c'est un muscle, donc c'est un muscle qui va se contracter très fort pour chasser l'urine, mais en même temps, le sphincter qui fermait la vessie, qui permettait de l'étanchéité, qui fait qu'on n'a pas de suite, lui doit s'ouvrir. Il faut que ces deux mécanismes de contraction de la vessie et d'ouverture du sphincter se fassent de façon tout à fait synchrone. Alors c'est ce que j'explique de temps en temps à mes patientes. C'est comme une voiture, c'est-à-dire que si vous appuyez très fort sur l'accélérateur sans débrayer, ça fait un bruit formidable, mais la voiture elle avance pas. Oui. Et puis si vous levez le pied de l'embrayage sans accélérer, vous calez. Et là c'est pareil. La vessie c'est pareil. C'est une harmonie et c'est une synchronisation parfaite entre ce muscle qui doit se contracter et le sphincter qui doit s'ouvrir. Et souvent, tout simplement pour des raisons passagères, ce système qui doit bien fonctionner, qui doit être en harmonie, c'est déréglé. Et tout notre travail, ça va être de re-régler ce mécanisme. D'où l'importance de calculer ce phénomène de pression dans la vessie pour voir si les pressions sont adaptées et sont synchrones. Alors, ce que je vous propose, docteur, c'est de se faire une petite pause musicale, si notre technicienne Élodie est prête pour nous envoyer de la très très belle musique. On va rappeler le numéro de téléphone, le 03 44 75 3000, justement, si les auditeurs ont des questions à poser. Sur l'émission ou des témoignages l'incontinence là l'émission c'est sur l'incontinence urinaire chez la femme donc 03 44 75 3000 s'il vous plaît Élodie. Et nous allons écouter L'Iman Amour repris par Bruno Socci et Patrick Bruel, Je te mentirai. Oh c'est bien, on aime. Très bon choix. Oui. Alors, très belle chanson, très belle musique, bien interprétée. C'est vrai que c'est joli. Continuez comme ça, de nous faire de la très très belle musique. Alors, sur Puisalène, 03 44 75 3000, l'incontinence urinaire chez la femme avec le docteur Marc Géraud, le docteur Vauduit et moi-même avec Ludovic. Alors, c'est vrai que j'étais un petit peu scotché tout à l'heure quand vous étiez en train de dire la cigarette, ça fait quelque chose. Et aussi, deuxième chose, la femme, lorsqu'elle a accouché, et ça c'est vrai qu'on ne le sait pas, il faut faire ça des exercices pour éventuellement refaire marcher sa vessie. Oui, tout à fait, d'accord, c'est effectivement ce que je vous ai dit tout à l'heure, oui. C'est-à-dire qu'il y a le tabac, c'est un toxique pour la vessie et c'est vraiment, il va abîmer la muqueuse vésicale, il va créer une irritation et cette irritation peut être le point de départ de l'incontinence, de polypes. Ah oui, des polypes. Et ensuite, l'autre problème, c'est effectivement les femmes qui ont accouché et qui ont un périnée qui a été un petit peu abîmé par l'accouchement et qui, de ce fait, ont des muscles un petit peu abîmés qu'il faut rééduquer. Donc ça, c'est très important. Mais il y a aussi un autre cas que je voudrais citer qui est très important aussi, ce sont deux catégories particulières. Ce sont les femmes sportives et qui font beaucoup de sport et les femmes qui ont subi une intervention pour obésité et pour amaigrissement. Et en fait, toutes les deux relèvent à peu près du même principe, c'est-à-dire que elles ont une capacité musculaire chez la femme sportive qui est importante, chez la femme en surpoids qui est aussi un petit peu importante aussi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque la femme sportive arrête le sport et quand la femme en surcharge se fait opérer, ses muscles vont fondre. Et donc ce plancher périnéal qui est le plancher de la femme, qui est le soutien vraiment de tout le petit bassin, va s'affaiblir. Et comme ce soutien très important est plus faible, ça peut être le déclenchement de fuite urinaire.
Donc c'est deux pathologies que l'on voit maintenant assez souvent. La femme très sportive qui déclenche des incontinences urinaires lorsqu'elle arrête le sport parce qu'elle fond ses muscles, tout simplement. En plus, la femme sportive, elle a un régime de forte contraction abdominale, elle a des bons abdos, donc en fait elle a des pressions abdominales qui sont importantes, qui sont encore plus fortes pour appuyer sur son périnée qui s'est affaibli, et donc elle va déclencher des fuites urinaires à l'effort. Et pareil, la femme qui était en surcharge pondérale qui va se faire opérer, elle va également avoir des fuites urinaires. Alors, c'est pas très grave parce que ces deux catégories de femmes, on va les traiter comme d'autres, plein d'autres, comme toutes celles qui ont des incontinences urinaires à l'effort. Donc c'est des femmes qui ont des fuites que quand elles toussent, quand elles sautent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Eh bien, on va les traiter par la mise en place d'une petite bandelette qu'on appelle bandelette sous-urétrale ou qu'on appelle TOT, qui va venir renforcer le périnée, renforcer ce petit ligament qui s'est un petit peu détendu. Et cette bandelette est simplement posée par une toute petite cicatrice qu'on fait au niveau du vagin et va renforcer ce ligament. C'est une intervention qui est très très largement pratiquée. J'ai les chiffres sous les yeux et en France l'année dernière il y a eu 31 000 patientes qui ont été opérées de cette intervention. Ah oui. C'est une intervention donc qui se fait de façon très très simple, toute petite cicatrice, en ambulatoire, c'est-à-dire que la femme rentre le matin et repart à midi, et il faut juste éviter de faire des efforts pendant 4-5 jours et d'éviter d'avoir des rapports le temps de la cicatrisation, c'est-à-dire à peu près 3 semaines. Et ça donne vraiment 90% de bons résultats. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des femmes qui espéraient plus ou qui ont d'autres problèmes, mais en général, retenez que vraiment cette intervention, lorsqu'elle est posée à bon escient pour ce type d'incontinence urinaire, donne de très très bons résultats. Alors, Dr Margero, tu proposes aux femmes ces bandelettes dans quelles circonstances, dans quelles maladies, enfin, dans quelles circonstances ou causes de leur incontinence urinaire? Alors, on le propose aux femmes qui ont une incontinence urinaire lorsqu'elles font un effort. La bandelette dont on vient de parler ne marche absolument pas chez les femmes qui ont des envies pressantes d'uriner. Au contraire, chez celles-là, chez celles qui ont des envies pressantes, la bandelette va aggraver les problèmes. Donc, il faut surtout pas mettre de bandelette aux femmes qui ont simplement des envies pressantes d'uriner ou qui vont uriner très très souvent dans la journée. Et les bandelettes ne donnent de bons résultats qu'à condition qu'elles soient posées dans la bonne indication, c'est-à-dire les femmes qui ont des fuites urinaires lorsqu'elles toussent, lorsqu'elles font un effort, lorsqu'elles courent, voilà. C'est presque un problème mécanique, c'est-à-dire que c'est un petit ligament qui s'est détendu et la bandelette va retendre et repositionner le ligament. Mais il ne faut pas attendre de miracle de la bandelette dont on vient de parler dans d'autres indications. Alors, on parlait de la femme sportive, justement, ceux qui ont jamais fait de sport et qui ont ce genre de problème. Est-ce qu'ils peuvent se mettre à un sport particulier pour éviter que ça s'aggrave? Non, il n'y a pas de sport qui renforce le périnée. Par contre, j'insiste sur l'importance de la rééducation dont on a parlé. Rééducation qui peut être faite, bien entendu, après l'accouchement, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi une rééducation qui peut être faite chez une femme jeune qui a un début d'incontinence urinaire à l'effort et qui va être pris en charge par son kiné, qui va lui faire d'une bonne rééducation périnéale et qui va lui permettre d'éviter l'intervention. Donc ça pour dire que en début de problème, chez une femme jeune, il faut qu'elle fasse travailler son périnée, et je pense pas que ça soit par le sport, je pense que c'est plus par une éducation ciblée, une assistance avec un ou une bonne kiné qui va lui faire la bonne rééducation de son muscle périnéal, de son périnée. Alors, quand vous dites les fuites urinaires, est-ce qu'il y a des degrés? Ah bah bien sûr, oui. Il y a des femmes qui perdent juste 2 petites gouttes de temps en temps, et puis il y a des femmes qui sont quasiment obligées de mettre des protections en permanence. Hein. Ça, c'est vraiment très variable, oui. D'accord. Donc vous dites qu'il y a des bandelettes. Est-ce qu'il y a autre chose qui éventuellement pourrait alléger un petit peu ce problème pour les femmes? Alors, dans le cadre de l'incontinence urinaire à l'effort dont je viens de parler, il y a, oui, la bandelette, en sachant qu'il y a 2 types de bandelettes un petit peu différents, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'autre catégorie, qui sont les femmes qui ont des envies très pressantes et qui font pipi un peu partout tout le temps, là, on s'adresse plutôt à des traitements médicaux. C'est-à-dire que
c'est des femmes qui ont une vessie qui est hyper excitée et qui se contracte pour rien. Donc sans demander l'avis au cerveau, sans demander l'avis à la personne, la vessie, elle décide de se contracter de façon intempestive. Donc tous les médicaments que l'on va donner sont des médicaments qui ont pour rôle de j'allais dire paralyser, c'est pas le mot, mais de calmer, d'endormir un peu la vessie pour qu'elle ne se contracte que quand la personne lui demande de se contracter, c'est-à-dire quand elle a vraiment envie d'aller uriner. C'est donc tous des médicaments qui vont dire à la vessie calme-toi, ça suffit maintenant, tu te contracteras que quand on te le demandera. Donc ça peut être des médicaments à prendre par voie tous les jours, par la bouche. Et puis quand ces médicaments ne marchent pas, on peut faire ce qu'on appelle des injections de toxines botuliniques. C'est-à-dire que la même toxine que l'on fait pour le visage, eh bien cette toxine va agir au niveau de la vessie et va endormir la vessie. Donc c'est comme un curare de la vessie, on va endormir la vessie et ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'on une toute petite anesthésie ou même en externe, on fait des petites piqûres de toxines botuliniques dans la vessie pour endormir la vessie. Et quelle est la durée de l'action du Botox? Alors l'action du Botox, c'est à peu près 6 mois. 6 mois quand même. Alors déjà, ça va permettre de calmer la personne pendant 6 mois. Et des fois, ça permet de passer un cap. C'est-à-dire que c'est la femme qui a juste un dérèglement. Des fois, soit on refait, mais des fois, juste au bout d'une injection suffit. Je vous propose de passer une petite pause musicale. Vous avez proposé de la belle musique encore, comme les 2 premières. Alors j'ai préparé Céline Dion pour que tu m'aimes encore et Corneille parce qu'on vient de loin. Ben voyons, on va pas se gêner. 03 44 75 3000 pour poser vos questions sur l'incontinence urinaire. Et également vos témoignages, si ça vous est arrivé, vous êtes retrouvé dans ce genre de situation, n'hésitez pas à nous appeler, ça reste bien sûr anonyme, on vous demande même pas votre nom. Vous nous appelez, vous nous faites part de vos témoignages, voilà. 03 44 75 3000. Nous voilà revenus dans les studios. Élodie, vous avez peut-être quelqu'un en ligne? Oui, tout à fait, oui. je vous le passe. D'accord, merci. Allô? Allô, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Je voulais vous poser une question entre la différence entre la descente de vessie et le fait que je sois vraiment la vessie ou l'utérus, parce que j'ai un gros problème depuis quelques mois. On m'avait constaté que j'avais une descente et elle m'avait dit que ma gynécologue m'a dit que je pouvais attendre, et depuis avril en fait c'est très prédominant et je saigne en permanence comme si j'avais des règles alors que je suis ménopausée depuis très longtemps. Et vous parliez de bandelettes, moi à plusieurs reprises on m'a dit que c'était pas efficace et que ça ne tenait pas. Et là, maintenant, j'arrive dans la région, je voudrais me faire opérer. Je connais personne et comme j'ai déjà eu une chirurgie du ventre, je voulais savoir si repasser justement, si j'ouvre le ventre ou si faisait par célioscopie, cette opération. Alors, ce que vous racontez est très intéressant. Oh, pardon, monsieur. Non, mais c'est je suis en voiture, je vous entends très mal. Bon, arrêtez-vous déjà. Non, je suis à l'arrêt. C'est l'arrêt. Alors, ce que vous décrivez, c'est aussi un phénomène qui peut se traduire par une incontinence urinaire à l'effort, et ça correspond aussi un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, la faiblesse du plancher. C'est des femmes qui vont déclencher ce qu'on appelle un prolapsus ou habituellement une descente d'organes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Les muscles ne sont plus assez solides. Et on peut avoir soit en avant la vessie, soit la vessie qui descend un petit peu, et souvent il y a des signes urinaires, des envies fréquentes, des incontinences, soit l'utérus qui descend ou qui peut saigner. Alors ce que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle un prolapsus, et ça effectivement, ça se traite, et je le traite moi assez, j'ai beaucoup de patientes qui sont traitées pour cela, et en général on le traite par célioscopie, c'est-à-dire qu'on fait des petits trous vous connaissez le concept de la célioscopie, et on va reprendre le vagin par voie célioscopique et venir le refixer de façon efficace. Alors, je retiens pas l'idée qu'on vous a dit que c'était pas solide, parce que c'est pas solide
parce qu'il y a certaines interventions qui se font par voie vaginale, mais qui sont réservées à des femmes très âgées ou des femmes qui ont été multi-opérées par le ventre et on peut plus faire de célioscopie. Et là, effectivement, il y a un risque de récidive, de complications, etc., qui est plus important. Mais par voie vaginale, c'est pas aussi fiable. Et vraiment, c'est mieux de le faire par voie célioscopie. Et on a encore eu l'année dernière des recommandations qui vraiment recommandaient de passer par voie célioscopique. Donc, ce que vous décrivez, c'est très très fréquent. Et nous, urologues, on en voit beaucoup. Et surtout que je vous dis, on est un peu centre de référence à la clinique Saint-Côme. Et donc, on traite beaucoup. Vous êtes situé où, monsieur? Moi, je suis urologue à la clinique Saint-Côme à Compiègne. Et donc, d'accord, vous êtes sur Compiègne. Ouais. Voilà, et donc ces prolapsus, après, vraiment, vous serez vraiment mieux. Hein. C'est vraiment important de faire un bilan complet. Oui, voilà. Je vais me renseigner, je vais voir, parce que comme nous arrivons, là, je reviens en Picardie. Et vous avez quel âge? J'ai 64 ans. Oui, donc c'est jeune, donc c'est... Je suis en retraite là depuis dimanche. Ah bon, c'est bien ça. Je vais enfin m'occuper de moi. C'est là où on commence à s'occuper de soi, voilà. Pardon? C'est à partir du moment où on est en retraite qu'on commence à s'occuper de soi et à... Oui, mais c'est dérangeant, quoi. Je veux dire, oui, c'est sûr. C'est vraiment, ça devient vraiment problématique. Et donc, c'est douloureux, hein, c'est douloureux. Oui, parce que ça pèse, surtout le soir, en fin de journée, on est fatigué. Après, ça compromet des fois de temps en temps la vie intime, parce que bon, on n'ose plus. Voilà. Non, mais je connais tout à fait, et je comprends tout à fait. Et vraiment, n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à en parler, et on trouvera des solutions. D'accord. Clinique Saint-Côme à il n'y a pas que moi, hein, je veux pas non plus, je suis pas là non plus. Non, mais moi, en fait, je ne connais personne. Oui. Moi, je suis picarde, hein, je viens du sud, là, et nous remontons dans la région. Mais je me suis dit, il faut que j'habite dans l'Aisne, et je remonte sur Reims. Oui. Ça fait trop loin. C'est loin, et ne connaissant pas de gynéco, ni d'urologue, ni... J'ai entendu votre émission, en fait, j'attendais mon mari, j'étais dans la voiture, et donc c'est pour ça que je me suis permis de vous rappeler. Vous avez un petit accent du soleil, je me trompe? et dans le sud, on me dit pas très picard, un accent pas très picard. C'est gentil d'avoir appelé. Voilà. Merci. Bonne soirée. Bonne route pour retour. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Alors, l'auditrice qui nous a appelé, le docteur s'appelle Marc Géraud. Donc, vous pouvez donner l'adresse à la clinique Saint-Côme, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Comme ça, la dame, elle peut éventuellement avoir des références, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Si on en parlait hors antenne, c'est vrai. C'est pas un sujet tabou, mais on n'en parle pas beaucoup de l'incontinence urinaire chez la femme. Comment les femmes, elles arrivent à pouvoir en parler, à pouvoir créer un petit peu, on va dire, à son docteur perso. Comment c'est que ça vous arrive, vous, les femmes? Alors, c'est une bonne question, parce que plus de 3 millions de femmes sont touchées par ce problème, et c'est pas forcément à son médecin traitant généraliste qu'elles vont en parler, parce que souvent elles le connaissent depuis longtemps, et c'est un petit peu quelque chose d'honteux. Et en fait, le plus souvent, c'est entre elles que les femmes en parlent, dans des réunions, des échanges entre elles. Alors on dit toujours que c'est chez le coiffeur qu'on en parle, mais c'est vrai que c'est chez l'esthéticienne, c'est à cette occasion-là que finalement, on révèle un peu ces petits soucis, et que finalement quelqu'un va témoigner en disant moi j'ai eu ça, tu devrais faire ça, j'ai vu machin. Et c'est souvent le bouche à oreille plus que la voix classique, j'en parle à mon médecin et je vais voir. Voilà, c'est beaucoup plus le bouche à oreille des femmes qui sont contentes, qui ont été rassurées, qui ont vraiment senti le bénéfice, leur vie transformée. Et moi, je dis toujours que c'est une intervention miracle, quoi, qui dure 5 minutes, et on a quand même 90% de patientes qui sont souriantes, qui sont contentes, et qui vraiment reviennent nous revoir en consultation après, reconnaissantes. Donc c'est quelque chose, vraiment, c'est une intervention qui est vraiment très, très gratifiante.
J'ai relevé le mot honteux. Pourquoi ça serait honteux? Parce que je veux dire, c'est vrai que c'est assez difficile d'en parler, mais maintenant avec tous les, on va dire, il y a quand même les réseaux sociaux, il y a quand même des dites de bouche à oreille. Moi, j'en parlerai pas. Je sais pas au coiffeur, mais bon, c'est vrai. Il y a alors. Urologue, c'est votre, oui. voilà, c'est donc peut-être. Oui, mais pourquoi à la télévision et dans les publicités, on parle de couches et de protection et on parle pas de l'opération qui va guérir les patientes? Oui, c'est vrai. Oui, on parle de protection. Je veux dire, en 2017, c'est quand même invraisemblable qu'on propose aux femmes de mettre des protections, alors qu'on peut quand même, en faisant un petit peu d'examen, en faisant un petit peu de contrôle, leur apporter une solution beaucoup plus confortable. Parce que c'est vrai, à écouter l'auditrice qui nous a appelé, c'est vrai que c'est quand même inconfortable. C'est quand même, je veux dire, la femme qui a ça. Bon, c'est pas de sa faute, hein. Je veux dire par là, voilà, elle a ça, et c'est bien que vous soyez là justement autour de la table de Radio Puisalène pour pouvoir justement proposer à ces femmes-là toutes sortes de solutions. Parce qu'il y a des solutions. Il y a beaucoup, oui, vraiment, il y a des solutions très satisfaisantes aujourd'hui, hein, vraiment très très satisfaisantes. Oui. Et c'est vraiment important de consulter, de voir surtout un urologue, parce que c'est ce que je disais en introduction, les phénomènes peuvent être assez compliqués, et donc faut pas s'occuper, faut faire un examen complet urologique, c'est vraiment très important. Il y a un cas que je voudrais citer, bon, qui je voudrais pas faire peur sur l'antenne, mais des fois, on peut découvrir chez des femmes très jeunes une sclérose en plaques. Donc vous savez, c'est une maladie neurologique assez compliquée, et il n'y a que les urologues qui vont pouvoir faire la part des choses et penser à ce diagnostic. Donc c'est vraiment une prise en charge, surtout urologique, qui est très importante. Justement, est-ce que les femmes peuvent venir directement voir un urologue sans passer par leur médecin généraliste? Alors ça, mon brave monsieur, je suis vraiment désolé, mais le système français est très critiquable, et moi je trouve ça vraiment ridicule qu'on soit obligé de passer voir son généraliste pour aller voir le spécialiste. C'est ce qu'on appelle des économies de santé. Pour qu'ils vous envoient chez vous, c'est ça? Voilà. Ah oui. Comme si les gens n'étaient pas suffisamment capables de comprendre d'eux-mêmes que quand ils ont un problème gynécologique, il faut avoir un gynécologue. Quand c'est leur enfant qui a un problème, il faut avoir le pédiatre. Là, systématiquement, et on s'étonne pourquoi on manque de... Bon, je vais pas rentrer dans le sujet. C'est ce que j'allais vous demander, docteur. Donc, on va vous voir directement. On a une petite... on sait le problème que l'on a. On va vous consulter. Je vous cache pas qu'il y a beaucoup de femmes, comme je vous le disais, qui par le bouche à oreille ont eu une amie qui s'est fait opérer et qui finalement viennent me voir parce que elles savent que leur amie était contente et que finalement ça s'est passé, et ça leur évite d'en parler à leur médecin traitant, généraliste pourtant qu'elles aiment bien et qu'elles respectent, mais qui elles vont pas oser aborder le sujet. Elles savent qu'en venant me voir, elles ont directement la réponse et donc la solution. Oui, donc, d'accord. Voilà. Donc c'est possible de venir directement vous voir. Bon, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Voilà. Oui, il suffit de prendre rendez-vous sur Doctolib, prendre un rendez-vous sur Doctolib et de consulter. Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est valable pour tous les urologues. Hein. Je parle pas en mon nom. Je parle au nom de la spécialité urologique. Hein. C'est vraiment important de pas hésiter à aller voir un spécialiste. Alors, quand vous voyez pas clair, vous allez voir un ophtalmo, vous allez pas voir votre médecin généraliste en disant je vois pas clair. Quoi. Docteur, vous, aux patients, vous leur donnez bien sûr le mot de consulter. N'hésitez pas à consulter quand vous avez justement problème de vessie. N'hésitez pas à en parler entre vous. C'est très important. Et n'hésitez pas à franchir le pas d'une porte de consultation. C'est pas parce que vous allez... Je dis toujours à mes patients, nous on est des consultants. C'est-à-dire que vous venez nous demander un avis. Mais après, c'est que ce n'est qu'un avis consultatif. C'est-à-dire que vous êtes libre de faire ce que vous voulez après. Vous venez m'en demander à mon avis à moi d'expert. Je vous dis voilà madame, je pense que vous avez ça, ça et ça. Je vous conseillerais de faire ça et ça et ça. Mais après, libre à vous de le faire, de ne pas le faire, d'aller voir un autre collègue pour demander un deuxième avis. En France, le système de santé, il est libre. On est des médecins consultants. C'est-à-dire le médecin n'a pas à imposer. Oui, lorsque le patient vient vous voir, vous quand même, vous l'avez du début jusqu'à la fin quand même, vous lui expliquez un petit peu ce que... Bien sûr, on a toutes les explications.
Après, tout ça, c'est une question de confiance, c'est Oui. une question de connaissance sur le sujet, de bien connaître le sujet, et puis de confiance. Quand on a les bons propos pour répondre aux bonnes questions avec honnêteté, parce que moi je veux pas non plus dire que un médecin qui vous dit que ça marche à 100%, il y a forcément quelque chose de faux. Donc je crois qu'il faut être honnête. Il faut pas tricher avec. Et puis, bien, quand on fait les choses comme il faut, tout va bien. Alors, je suis la patiente. Oui, après on fera une petite pause musicale. Je suis la patiente. Je viens vous voir. J'ai des problèmes de fuite urinaire. Vous faites le nécessaire donc pour justement améliorer un petit peu mon quotidien. Oui. Ça marche? Ça marche très très souvent, très très souvent. Mais bon, comme je connais pas votre cas, je préfère être prudent. Mais il y a beaucoup de solutions pour une amélioration vraiment très très claire et très importante. Parce que c'est vrai que c'est quand même important. Vous étiez en train de dire, c'est vrai que les patientes sourient, ont le sourire quand oui, vraiment. oui, ouais, donc ouais. ça doit être quand même assez gênant quand même. Hein. Donc une femme vous sourit? Non, non, pas du tout. Un souris, c'est bon signe. Non, c'est vrai que. Non, ça me fait plaisir au contraire. Je veux dire, ça doit être assez gênant. C'est vrai que pour la femme qui a justement ces problèmes. Après, quand on la voit en consultation et qu'elle vous dit « Ah, docteur, je suis vraiment content, je peux recourir, je peux refaire ci, je peux faire ça, vous vous rendez pas compte, comme j'aurais dû le faire avant. » Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent. C'est vrai. Mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Bon, voilà, maintenant c'est fait. Et ce que je voulais dire aussi, ce qui est très important, parce que c'est souvent une question que les femmes me posent, est-ce que ça va se dégrader dans le temps? En fait, non, ça va pas se dégrader dans le temps parce que cette petite bandelette que l'on va poser, elle va être ensuite complètement incorporée dans le corps de la femme par l'organisme lui-même, par les tissus, par la fibrose. Et donc après, c'est l'organisme qui prend le relais. Donc ça veut dire que cette amélioration, elle est acquise pour très longtemps. C'est-à-dire de temps en temps, les femmes pensent que ça va se dégrader, qu'au bout de quelques années, elles vont être obligées de se faire réopérer. Oui. Non, en général, dans une grande majorité des cas, je ne veux pas donner de chiffres, mais dans une grande majorité des cas, c'est une guérison qui est une amélioration qui est vraiment acquise pour très très longtemps. D'accord. 03 44 75 3000 si vous voulez justement poser des questions comme l'auditrice qui nous a posé cette question sur l'incontinence urinaire, bien sûr, chez la femme. On se marque une petite pause musicale, hein. 2 petites musiques. Oui, Corneille parce qu'on vient de loin et Sylvie Vartan, la plus belle pour aller danser. Oh, c'est bien. Parce qu'on vient de loin. C'est qui? C'est Corneille. D'accord. Merci Corneille. Et nous Alors, avons quelqu'un à l'antenne. Oui, on y va. Bonsoir. 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 Bonsoir madame. Bonsoir docteur. Bonsoir. Voilà, moi c'est parce que j'ai 69 ans. J'ai été opérée il y a plus de 10 ans. On m'a fait mettre une bandelette, tout allait bien. 2-3 ans après, je me rappelle plus bien, on a été obligé de me l'enlever parce que c'était ça sentait mauvais. C'était pas infecté ni rien, mais voilà. Donc on me l'a enlevé, mais tout va bien. Je peux pas dire que dans la journée ça va bien. Bon, mais moi maintenant c'est la nuit. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai envie d'uriner que je me réveille, ou si je me réveille, il faut que j'aille uriner. Mais c'est 3-4 fois par nuit. Oui, je comprends bien. Et j'avais été voir un neurologue. Je prends tous les jours au soir un Toviaz 4 mg. Mais ça me fait rien. Oui. Alors, votre cas est un petit peu complexe parce que vous avez déjà été opéré, donc il faut voir un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi on vous a enlevé. Alors, est-ce que c'était vraiment une bandelette pour l'incontinence urinaire ou est-ce que c'était un hamac qu'on met dans le vagin pour réparer les prolapsus? Ça, je sais pas. Oui, c'est ça. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on vous a fait, pourquoi on vous l'a fait. Oui. Alors, ce qui peut jouer aussi, parce que souvent, il y a beaucoup de personnes disent aller uriner la nuit, il faut quand même, et c'est assez fréquent dans notre région, essayer de limiter les boissons le soir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas boire un bon potage et puis une petite tisane avant de se coucher, parce que finalement, ça fait beaucoup de quantité de liquide qui vont devoir être éliminés dans la nuit. Oui. Alors souvent, les gens, ils se couchent tôt,
et ils se lèvent tard parce qu'on a le temps. Et donc ça fait des longues nuits et des grandes quantités à uriner parce que on a bu un potage à 6 heures, parce qu'avant de se coucher on a bu une tisane, parce que voilà. Donc il faut essayer. Alors on fait ce qu'on appelle un calendrier mictionnel, c'est-à-dire que c'est un petit cahier sur lequel vous notez l'heure à laquelle vous allez uriner, la quantité que vous urinez, et ça nous apporte des informations extrêmement importantes pour essayer d'inverser la façon d'uriner, c'est-à-dire essayer de vous faire uriner plus souvent la journée que la nuit. Oui. Donc il faut commencer par ça. Et puis je pense, alors le comprimé de Toviaz, c'est un des comprimés dont je parlais tout à l'heure, qui sont des médicaments qui vont éviter votre vessie de se contracter. Mais si le Toviaz marche pas bien, c'est peut-être que c'est pas la bonne raison. Peut-être que votre vessie a un autre problème. Donc ça mérite quand même qu'on s'intéresse et qu'on refasse des examens pour comprendre. Surtout comme vous le dites au début, c'est que vous avez déjà été opéré, donc faut essayer de comprendre ce qui s'est passé, quoi. Oui, je me suis fait opérer parce que, mettons, j'allais en course, aussitôt, il fallait que j'aille uriner. Je suis déjà rentré dans la cour, j'avais pas le temps d'ouvrir la porte, j'avais uriné par terre. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'était atroce. Enfin, au moindre je toussais, ça partait. Oui. Donc je me suis fait opérer pour ça. Mais là, ça va mieux maintenant. C'est vrai, là. Mais peut-être que vous videz mal votre vessie. Ça va. Bien sûr, j'attends un petit peu, mais bon, quand j'ai envie d'aller uriner, je vais uriner. J'attends pas non plus. Mais ça va. Il y a plus de fuite, il y a plus. À moins que j'ai une grande tousse, je suis fort enrhumé, je tousse beaucoup. Bon, il y a peut-être 2-3 gouttes qui s'en vont, mais c'est mieux. C'est plus rien après de ce que j'avais avant. Alors effectivement, le pire, moi, c'est la nuit, parce que bien sûr, après une fois qu'on est réveillé, pour se rendormir, on met du temps. Oui. Et ça serait encore une fois, je dis mais non, c'est au moins 3 fois sûr, toutes les nuits. Juste le petit conseil de ce soir, arrêtez le potage et la tisane déjà. D'accord, j'en bois pas de tisane. Arrêtez le potage. Tous les jours au soir, je prends un potage. Alors le potage, ça fait beaucoup d'eau et ça fait beaucoup uriner la nuit. Donc évitez le potage le soir déjà, et puis revoyez peut-être votre urologue pour lui expliquer pourquoi ça fait ça, et puis il va refaire des examens par rapport à la bandette qu'il vous avait mis, etc. Je pense que c'est important de le revoir. D'accord. D'accord, docteur. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et bonne nuit. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Merci à vous. Et j'enchaîne tout de suite là. Alors pour les personnes, dans ce cas par exemple, on a tout fait. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu peux proposer? Alors, quand on a tout fait, c'est-à-dire qu'on a fait des interventions pour l'incontinence, qu'on a essayé de traiter médicalement, que finalement les gens ont toujours ce problème. L'ultime recours, mais qui est quand même rare, je tiens vraiment à le préciser, l'ultime recours, c'est la mise en place d'un sphincter urinaire artificiel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sphincter urinaire artificiel? C'est une petite manchette en silicone qui vient se placer autour du sphincter et qui va être gonflé et donc fermer le sphincter pour remplacer et jouer le rôle du sphincter à sa place. Et donc, cette petite manchette, elle est fermée, et quand la personne a envie d'aller uriner, elle appuie sur une petite pompe qui va donc ouvrir le sphincter et libérer l'urine et se refermer tout seul au bout de 3 minutes. Donc c'est une intervention chirurgicale pour mettre en place le sphincter, mais une fois l'intervention réalisée, après c'est assez simple d'utilisation. Il suffit simplement d'appuyer un coup sur la pompe pour déclencher la miction et ça se referme automatiquement. C'est l'ultime recours que l'on arrive, on est des fois de temps en temps amené à proposer aux patientes. C'est le dernier recours, on va dire. Si vous faites toutes les choses, la bandelette, les médicaments, et le dernier recours, là, c'est ça. Mais en général, c'est le dernier parce que ça marche bien. Oui, d'accord. Alors, docteur, c'est vrai, tout autour de moi, j'entends les copines, les amis, qui se sont fait une remontée d'organes. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement une remontée d'organes? Alors, une descente d'organes, c'est peut-être une descente. Déjà, je suis assez content de vous entendre dire que c'est les copines qui vous l'ont dit, parce que ça confirme bien ce que je disais tout à l'heure, que c'est souvent entre elles que les femmes en parlent. Et en fait, avec l'âge,
les accouchements, les tissus perdent un petit peu de leur tonicité, faut quand même être honnête. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Comme on vit debout, qu'est-ce qui se passe ? Les organes ont tendance à descendre parce que le vagin, la vulve, c'est un point de faiblesse dans ce plancher musculaire que nous les hommes, on a un plancher musculaire très solide, mais vous les femmes, vous avez par chance ce vagin qui permet plein de choses, mais qui est aussi un point de faiblesse. Et donc qu'est-ce qui va descendre ? Le plus souvent, c'est la vessie, un petit peu l'anus et le rectum, et souvent les femmes ont des problèmes pour aller à la selle, donc elles sont des fois obligées de faire des manipulations pour aller à la selle, et puis ça peut être aussi l'utérus qui descend. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal d'interventions qui permettent de bien remonter les différents organes. Et pareil, ce sont aussi le plus souvent les urologues qui interviennent, plus que les gynécologues, parce que c'est un problème complexe de statique, et c'est un peu comme je dis toujours, comme l'histoire du tailleur de Fernand Reynaud, vous savez, où il remonte une manche, puis finalement, après, c'est l'autre côté qui va plus. Et donc, c'est vraiment un problème global. Et il faut vraiment réparer. Il faut pas réparer qu'une chose. Parce que si on répare que la vessie, par exemple, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être l'utérus qui va descendre, et après, le rectum. Donc, nous, notre travail, c'est quand une patiente vient consulter parce qu'elle a l'impression d'avoir une descente d'organes, souvent elle dit j'ai une pesanteur le soir, j'ai une boule qui apparaît, ou quand j'ai fait ma toilette, j'ai trouvé quelque chose d'anormal que je n'avais pas avant. Donc, les femmes, elles se connaissent bien, et donc elles savent dire ce qui va pas. Nous, après, notre travail, c'est de vérifier qu'il n'y a pas quelque chose de caché derrière et de traiter l'ensemble du trouble de la statique. Donc c'est important de faire une étude complète et de bien tout traiter. C'est pour ça qu'on a souvent recours à l'intervention dont je parlais à l'auditrice tout à l'heure, qui est l'intervention par célioscopie, où on fait 3 petits trous, et là on va permettre vraiment de tout bien remettre en bonne place de façon adaptée et durable. Ah oui, l'opération c'est ça, c'est 3 petits trous, et puis vous remontez tout comme 3 ça. 3 petits trous qui permettent de rentrer dans le ventre, et donc après d'aller se glisser dans le vagin, non pas dans le vagin, mais entre le vagin et la vessie, et puis de remonter, d'attraper le vagin et de le remonter par des bandelettes comme des bretelles qui vont venir ensuite s'accrocher dans le ventre. C'est une opération quand même où il faut il faut venir à l'hôpital, C'est une opération qui nécessite 2 à 3 jours de clinique, pas plus. Pas plus, et qui est pas douloureuse, mais qui nécessite du repos pendant. Moi, je conseille à mes patientes de se reposer pendant 2 à 3 semaines. Mais elles peuvent vivre normalement, mais faut éviter de faire des courses, faut éviter de faire les carreaux quand on rentre à la maison, faut éviter. Voilà, c'est pas une intervention douloureuse, mais c'est une intervention qui nécessite 2 jours de clinique et 2 à 3 semaines de tranquille chez soi. Faut prendre le temps de. Remontée d'organes et fuite urinaire, c'est lié. Non, c'est lié. C'est lié. C'est lié, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que quand vous avez des fuites d'urine, c'est souvent le début de la vessie qui commence à descendre. D'accord. Et quand vous avez une descente plus importante, c'est le reste de la vessie, c'est-à-dire la grosse partie de la vessie qui va descendre, et puis après l'utérus. Tout ça, c'est le début. Donc souvent, l'incontinence urinaire à l'effort, dont je parlais tout à l'heure, c'est souvent le début, ce signe avant-coureur d'une descente d'organes. D'ailleurs, souvent les femmes disent « Ah là là, j'ai une incontinence urinaire, mais docteur, est-ce que je vais pas avoir une vraie descente dans quelques années ?» Oui, c'est possible, c'est un risque, mais c'est un risque qu'il faut surveiller, et puis c'est un risque que l'on peut traiter lorsqu'il surviendra en temps voulu, quoi. Alors donc docteur, c'est vrai, vous nous rassurez, nous les femmes quand même, parce que il existe beaucoup de choses pour nous que vous êtes en train de faire, parce que quand on voit, c'est vrai, c'est les bébés qui portent des couches, c'est pas les, non, mais je veux dire, c'est pas les femmes qui justement ont un certain âge et puis qui se doivent porter des couches, alors que à côté, vous nous offrez quand même beaucoup de choses, et ça, moi, j'en suis tout à fait contente, rien que pour les femmes qui justement souffrent de cette fuite urinaire qui fait que voilà, mesdames, non, il y a autre chose que les couches. Moi, je voudrais ajouter aussi l'impact sur l'intimité, parce que très souvent, les femmes pensent que
une fois qu'elles auront été opérées, elles ne pourront plus avoir de rapport, leur vie intime sera terminée. Au contraire, je leur dis au contraire, cette appréhension que vous aviez à cause de l'incontinence urinaire ou à cause du fait que vous êtes plus faite comme avant parce qu'il y a cette boule, etc. Une fois qu'on aura tout bien remis en place, sachez que ces interventions ne touchent absolument pas au vagin, n'abîment absolument pas le vagin, et donc tout est bien remis en place et vous permettant d'avoir une vie sexuelle. On sait que les femmes, même ménopausées, après la ménopause, continuent à être très actives, et tant mieux. Eh bien, au contraire, après ces interventions, elles ont une seconde jeunesse qui leur permet vraiment d'être libérées et d'avoir une vie sexuelle beaucoup plus libérée qu'avant. Youpi les dames, hein, ça Voilà. c'est bien. Hein. Là ce soir, vous êtes tous contentes. Hein. Et moi aussi je suis contente parce que c'est vrai que c'est une émission quand même qui est très constructive. Je veux dire par là, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses et on avait quand même une arrière-pensée de ça. On connaissait mais on ne voulait pas en parler. C'est un petit peu ça. C'est vrai, comme on dit, de bouche à oreille, les copines. Et c'est vrai qu'en 2017, on peut éventuellement se permettre d'avoir ce genre de conversation un petit peu plus libre. Je veux dire, parlez-en autour de vous et justement consultez. Le 03 44 75 3000. Si vous voulez justement poser des questions, n'hésitez pas. Faites comme les auditrices qui nous ont appelés. Et puis là, on va s'écouter deux petites musiques, hein, si on peut les écouter. Oui, Sylvie Vartan, la plus belle pour aller danser, et France Gall, il jouait du piano debout. D'accord, merci. Belle musique, belle chanson. Alors, dernière petit quart d'heure ou demi-heure d'émission, une très importante, hein, puisque la femme est à l'honneur, hein, l'incontinence urinaire chez la femme. Et c'est vrai que docteur Marc Giraud, moi je suis contente et je suis fière quand même de savoir qu'il existe beaucoup de choses pour soulager justement les femmes qui ont des problèmes de fuite urinaire. Alors, j'étais en train de me poser une question quand même. Tout ce parcours, vous êtes urologue, mais je pense que vous avez quand même un parcours quand même avant d'arriver là, parce qu'il y a de la technique derrière. Il y a beaucoup de choses à savoir. Vous êtes en train aussi de le faire partager, et ça c'est important quand même. Je vous remercie. Oui, alors c'est vrai, j'ai eu la chance d'avoir un parcours assez original parce que j'ai fait mes études d'urologie, donc j'étais à Cochin, à Paris, et lorsque je me suis installé à Compiègne en 1991, ça va plus aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir une grosse clientèle féminine, puisque je faisais beaucoup d'urologie et je faisais également beaucoup de chirurgie gynécologique. Et donc je me suis intéressé un petit peu au-delà du petit bout de la lorgnette urologique, et je me suis intéressé à l'ensemble des problèmes gynécologiques des femmes, ce qu'on appelle nous la statique pelvienne, c'est-à-dire que à la fois l'utérus, à la fois le vagin, à la fois la vessie, et donc j'ai eu une vue d'ensemble. Donc je suis assez vite, je me suis très vite intéressé au sujet, et j'ai eu la chance de rencontrer dans les congrès des grands professeurs parisiens qui m'ont inclus dans leur groupe de travail, et donc j'ai pu assez vite faire partie un peu de cette élite et de travailler avec eux. Et c'est comme ça que j'ai pu, en 98, à Saint-Côme, mettre une des premières bandelettes, la bandelette TVT, qui avait été mis au point par le professeur Umsten, qui était un Suédois. Et c'est vrai que lui, il avait mis la première bandelette en 92, je crois, en Suède. Et puis après, il y a eu des études qui ont été faites en France. Et donc finalement, on a eu le droit d'en poser en France à partir de 98. Et ça a été une vraie révolution. Ça a été une vraie révolution. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une intervention chirurgicale où on ouvrait le ventre des femmes, bah finalement, on leur mettait ces toutes petites bandelettes qui nécessitaient vraiment que une toute petite cicatrice vaginale. Donc finalement, bah, on est pris après on est dans ces groupes de travail, dans ces groupes d'experts. J'ai eu la chance de rencontrer des professionnels qui m'ont dit, bah si tu veux, on va faire des groupes d'experts, on va travailler. Et donc j'ai mis au point moi-même des techniques chirurgicales que je voulais améliorer. Et j'ai pu organiser des sessions de travail à Saint-Côme, où donc des urologues d'abord français, puis après ça s'est élargi un petit peu, sont venus voir les techniques que j'avais mis au point.
Donc après, finalement, on est dans un milieu un peu de connaissances. Et puis, de temps en temps, ça m'arrive d'aller montrer mes techniques chirurgicales à l'étranger. L'année dernière, j'étais à Lisbonne. Je suis allé cette année également au Canada, montrer des techniques chirurgicales, comment je faisais, etc. Donc c'est agréable parce que on apprend toujours des autres. Donc à la fois nous, on développe de notre côté, et puis finalement, dans les congrès, dans les interventions, on voit un petit peu. On apprend toujours de chacun des petits suppléments, et donc tout ça c'est pour le bénéfice des femmes, et finalement voilà, donc au quotidien leur faire bénéficier de ces avancées techniques. Voilà. Alors, tout en allant justement à Lisbonne, comme vous dites, vous avez appris est-ce que c'est vous, votre savoir, ou alors est-ce que là-bas, ils vous ont fait voir des autres techniques aussi? C'est des échanges dans les congrès, parce qu'on travaille tous en parallèle, et donc il n'y a pas... et donc c'est les échanges, c'est les échanges d'idées, les échanges de techniques. Alors, bien entendu, tout est très contrôlé, parce que on peut pas inventer une nouvelle technique comme ça et puis dire tiens, demain je vais faire ça. Tout est contrôlé, tout est validé par des comités d'experts. Maintenant, on est validé par la haute autorité de santé qui est la HAS, et je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y a aussi une institution qui est très importante, qui est la FDA, la Food and Drug Administration, et donc finalement toutes ces avancées technologiques et scientifiques pour les patientes repose sur des études scientifiques validées, et c'est pas tiens, demain je vais mettre une petite bandelette. Et d'ailleurs, moi je fais partie d'un groupe de travail où on se bat un petit peu, c'est un combat pour éviter des interventions un peu à la hussarde, où des laboratoires ou des industriels viendraient proposer des bandelettes qui sont pas validées, qui n'ont pas les normes. Donc notre gros souci aussi, c'est de rester vraiment dans des normes de sécurité absolue pour les patientes. Alors, vous parlez de bandelettes. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi? C'est une bande de je sais pas moi. Alors c'est un tout petit bout de tissu qui fait 1 cm de large et qui fait 3 cm de long. Donc c'est tout petit, oui. Et qui est fait d'une substance assez particulière qu'on appelle le polypropylène, donc une substance qui est très bien absorbée, très bien tolérée par l'organisme, et qui est à la constitution d'un grillage. C'est-à-dire que c'est pas comme une étoffe, mais c'est une espèce de tricot. D'ailleurs, c'est tricoté. Et pourquoi? Parce qu'il faut que, une fois qu'on a implanté cette petite prothèse, il faut que l'organisme, lui, vienne la coloniser pour l'intégrer dans son corps, pour l'intégrer dans sa structure. Donc c'est juste un support pour de la fibrose que l'organisme de la femme va créer autour. Alors en général, la femme supporte bien, et il faut que le corps l'intègre aussi, c'est ça, c'est une... Je trouve que en général, les gens s'en rendent même pas compte. Il ne faut pas avoir l'impression qu'on va avoir un corps étranger. Non, non. D'accord. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas un corps étranger. Ah non, non. Si, c'est un corps étranger, mais il est totalement intégré et on l'oublie complètement. Oh, d'accord. Oui, donc on a quelqu'un en ligne encore, donc pour une question ou un témoignage. Donc bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je vous téléphone parce que en 90, justement, j'avais une descente d'organes, donc un prolapsus. Oui. J'ai été opérée donc une première fois. Après, donc au bout de peut-être 2 mois ou 3 mois, ça n'avait pas tenu, donc j'ai eu encore, ils m'ont refait une opération. Oui. Pour quand ils ont dit qu'ils remontaient les organes et tout. Et bon, bah là, j'arrive à un certain âge et justement, mon utérus est descendu. Et quand j'ai vu mon gynécologue dernièrement, il me dit, bon, si ça vous gêne pas, on le laisse. Mais si ça vous gêne, il voit qu'une ablation de l'utérus. Donc, c'est pour ça que je dis, je voudrais savoir si vraiment il y aurait ablation ou quelque chose, quoi. Alors, ça correspondait à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on voit une femme qui a une descente d'organes, il faut tout analyser et pas traiter qu'une partie de la descente. Parce qu'en fait, peut-être que votre utérus, il avait déjà tendance à descendre au départ et qu'il fallait peut-être déjà intégrer cette composante au départ. Bon. Alors peut-être que ça n'existait pas non plus, je ne veux pas non plus jeter la pierre aux collègues, mais c'est un traitement global. Et aujourd'hui, vous avez ce problème de descente d'utérus.
si vous avez un certain âge, je suppose que vous ne voulez plus d'enfants. Oh non, j'ai 63 ans. Donc à 63 ans, faut démystifier l'opération d'ablation d'utérus. Alors c'est vrai que pour les femmes c'est souvent une symbolique parce que l'utérus c'est le symbole féminin, c'est ce qui permet d'avoir des enfants, mais en fait à partir de la ménopause, en fait l'utérus ne sert plus et donc son ablation n'aura pour vous aucune conséquence. D'accord. Au contraire, ça vous protégera même d'un autre problème qui est, à partir d'un certain âge, les femmes peuvent risquer d'avoir un cancer d'utérus. Donc, le fait de vous enlever l'utérus, c'est un geste vraiment assez simple et qui vous évitera des complications ou des récidives de votre prolapsus et qui surtout n'aura aucune conséquence à l'avenir pour vous, aussi bien dans votre vie quotidienne que dans votre vie intime. Donc vous pourrez toujours faire crac-crac et avoir des câlins sans votre utérus. On fait pas l'amour avec son utérus. D'accord, mais par contre, il m'avait dit aussi que ça fait déjà au moins 5 ans qu'il est bien descendu quand même là. Oui. Et comme il me dit, si ça vous gêne pas, c'est tout, on reste comme ça. Mais il me dit ce qui m'embête, donc c'est ça qui m'a un peu reculé. Il m'a dit ce qui m'embête, c'est qu'après j'ai peur, c'est que vous faites des éventrations. Alors, l'éventration, c'est quand on ouvre l'utérus, quand on enlève l'utérus en ouvrant le ventre. Mais si votre utérus il descend, ça veut dire qu'il est facilement enlevable par le vagin. Donc peut-être que la solution, c'est de vous l'enlever tout simplement par une petite intervention par le vagin, parce que les femmes qui ont des descentes comme vous, quand l'utérus il est bien descendu, il est assez facile à retirer. Plus il descend, plus il est facile à retirer. Donc il n'y a pas besoin d'ouvrir le ventre pour retirer l'utérus s'il descend. D'accord. Et puis justement, j'avais entendu une personne qui avait téléphoné avant et qu'elle disait qu'elle urinait beaucoup la nuit. Moi, j'y vais au moins 7-8 fois par nuit. Alors, je peux pas vous répondre comme ça. C'est souvent un problème assez compliqué. Et je suis pas sûr que l'ablation de votre utérus, par contre, règle le problème du lever pour aller faire pipi la nuit. D'accord. Écoutez, je crois que je vais prendre rendez-vous avec vous et puis on verra ça, voilà. Vous pouvez voir aussi votre urologue, je peux pas non plus... Oui, mais enfin bon, comme je dis après, pourquoi pas changer, c'est pas... Voilà. D'accord, écoutez, je vous accueillerai avec plaisir, mais je veux aussi respecter les collègues, et donc c'est important aussi que vous en parliez aux gens qui vous ont soigné et qui vous entourent, c'est important. D'accord. Bon, très bien, docteur. Bonne soirée, madame. À vous également, merci. Merci d'avoir appelé Radio Pisalène. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, docteur, 7-8 fois par nuit, ça fait énorme, ça, non? C'est beaucoup, oui. C'est au-delà de l'habitude et je pense qu'elle doit avoir des nuits un peu dérangées. Oui, parce que la pauvre, oui. Voilà. Je pense qu'on va, si vous avez quelque chose à dire, docteur Vauduit, oui. Peut-être une dernière petite question en ce qui concerne. Moi, je parlais. C'est vrai que on se met quand même à la place des femmes qui ont ce problème, et c'est vrai qu'elles souffrent quand même. Et c'est bien que vous puissiez justement faire toutes ces choses pour elles. Justement, ils ont été informés ce soir. Maintenant, ils savent qu'il y a plein de méthodes pour les aider, pour les soigner. Donc, n'hésitez pas à en parler justement à un urologue proche de chez vous. N'hésitez pas à les consulter. Beaucoup de méthodes et des méthodes simples. Oui. Mm-hmm. Alors justement, en 2017, est-ce que, avec tout votre parcours technique, tout ça, est-ce que vous proposeriez autre chose, juste l'incontinence urinaire? Est-ce qu'il y a autre chose que vous étiez en train de dire? Oui, c'est ça. Non, on parlait de l'avenir tout à l'heure avec le docteur Vauduit. Je pense que l'avenir, il sera surtout dans les médicaments. Car je vous disais, il y a beaucoup quand même. Ce qui nous gêne le plus en ce moment, c'est plus tellement l'incontinence urinaire à l'effort parce qu'on a trouvé vraiment une bonne solution avec ces bandelettes. Ce qui est encore pour nous très difficile à traiter, c'est les femmes qui ont ces dérèglements de la vessie qu'on appelle l'hyperactivité vésicale. Et donc, on a encore beaucoup de travail scientifique à faire pour savoir comment fonctionne la vessie. La vessie et le fait d'uriner, ça a toute une symbolique. C'est vrai, si les chiens marquent leur territoire en urinant, c'est pour une raison. Il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle de l'urination, c'est-à-dire que quand on a peur, on urine, quand on a un orgasme, on peut uriner. Donc la vessie, ça a vraiment une place très importante dans la symbolique et dans le confort personnel de chacun. Et donc
tout le travail de l'avenir, ça va être de trouver des solutions sur les fonctionnements propres à la vessie, son propre fonctionnement et son lien avec la vie quotidienne, la zénitude, le stress, le cerveau, et faire en sorte que tout ça s'harmonise. Il y a beaucoup d'interférences. Il y a des gens vous savez très bien que quand on a un stress, on a envie de faire pipi. Donc voilà. Oui, vrai. Et tout le travail va être un travail neurologique, un travail pharmacologique pour essayer de trouver encore de nouvelles substances qui apporteront une amélioration au confort des patientes. Par exemple, on ne connaît pas de médicaments qui renforcent le sphincter urinaire et on ne connaît pas non plus de médicaments qui sont capables de renforcer la vessie. C'est-à-dire que une vessie qui a été claquée parce que elle s'est déformée, parce que on ne pourra pas la réparer. C'est comme un pull ovaire qui est trop détendu, c'est fini. Donc il y a aussi un gros travail de prévention. Et donc d'information des patientes, ça c'est vraiment très important, et je l'ai dit en introduction, j'insiste beaucoup sur la rééducation périnéale. C'est un geste simple, il faut vraiment pas y couper. C'est important ça. Je sais qu'on a son bébé, qu'on n'a pas envie, mais c'est vraiment faut travailler faut le faire, faut travailler pour votre avenir en le faisant. Donc ça c'est vraiment très important. Et puis les scientifiques, les urologues, avec les neurologues, avec les gynécologues, tout le monde travaille pour essayer de trouver de nouvelles méthodes, de nouveaux médicaments pour mieux réguler ce fonctionnement de la vessie qui n'est pas toujours très simple. Alors, docteur Géraud, nous avons quelqu'un en ligne. Oui. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, je téléphone pour le docteur Géraud. Voilà, j'ai eu affaire à lui en 2014. Il m'a mis une bandelette. Et je dis à toutes les femmes de pas hésiter parce que c'est vraiment super. Grâce à ça, je revis parce que c'est vrai que voilà, on peut pas porter son petit-fils parce que il est un peu trop lourd et puis on fait un pipi. Donc voilà, on peut pas jouer avec eux, on peut pas faire plein de choses. Il n'y a pas que aussi, il y a aussi les relations sexuelles où c'est un peu pénible parce que on se sent un peu voilà quoi. Et la bandelette, c'est nickel, c'est super, voilà. Je voulais juste remercier Monsieur Géraud parce que c'est vrai que grâce à lui, on revit. Écoutez, vous me touchez beaucoup en disant ça parce que ça renforce ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que ça fait plaisir quand on a ce retour d'information des femmes qui sont reconnaissantes et qui disent voilà, grâce à vous, je peux refaire plein de choses que je pouvais pas faire avant. Vraiment, votre témoignage me va droit au cœur et ça me fait vraiment très plaisir parce que vous résumez en un témoignage très simple tout ce qu'on a dit tout à l'heure et qui est beaucoup plus fort quand ça vient de vous les patientes que quand ça vient de nous les médecins, bien sûr. Donc okay. Merci beaucoup. D'autant plus qu'on n'hésite pas à aller voir Monsieur Géraud parce que c'est un homme très accueillant. Il va manger un petit gâteau devant vous, il vous propose si on en veut. Ah donc c'est super. Il nous met à l'aise tout de suite. C'est un homme super. Moi je trouve que quand on arrive, on sait pas, on a un petit peu peur parce que c'est un docteur, un chirurgien. Alors on se dit oh là, il vous explique vraiment bien et puis il vous met tout de suite à l'aise quoi. Alors donc c'est voilà. Moi, c'est important. Hein. J'ai eu affaire à lui 2 fois. La première fois, il m'a retiré un fibrome et ligaturé les trompes. Et c'est vrai que il a toujours été à l'écoute et c'est bien parce que quand on sait pas puis qu'on connaît pas, voilà, on se dit mince. Ce monsieur nous met à l'aise tout de suite, il nous explique bien. Donc je dis à toutes les femmes qui ont le problème de continence urinaire de pas hésiter, de mettre une bandelette, même si c'est pas monsieur Géraud, hein, parce qu'il y a d'autres urologues, comme il dit, il n'arrête pas de dire qu'on l'écoute là depuis tout à l'heure, et que les femmes n'hésistent pas. Enfin, n'hésite pas. Je suis un peu émue, quoi. N'existe pas, voilà. Qu'ils y vont parce que c'est vrai que ça change une vie, quoi. Moi, j'ai 56 ans et voilà quoi. Donc ça m'a changé la vie. Donc voilà, je voulais remercier. Non, je vous embrasse très fort. Et puis venez manger un petit gâteau à l'occasion.
Allez, au revoir. Merci, madame. merci Merci. d'avoir appelé, c'est très gentil. Hein. Le 03 44 75 3000, justement, là c'est un bon témoignage quand même pour vous. Hein, Oui. voyez, les femmes vous en sont vraiment reconnaissantes et c'est vrai ce que vous faites, c'est vrai ça les soulage hein, quand même là. Hein, une petite bandelette, ce qui fait c'est que cette dame-là, elle a retrouvé un petit peu toute son, on va dire, tout ce qu'elle ne pouvait pas faire avant et ça c'est important pour nous les femmes. Oui, c'est ce que ça résume vraiment très bien tout ce qu'on disait. Hein. Elles en parlent entre elles, elles le disent entre elles, et puis c'est un bénéfice au quotidien. C'est ce qu'on dit toujours. On dit c'est une intervention de confort, c'est-à-dire que vous êtes pas, votre vie est pas en danger, vous risquez pas, pas une maladie grave, mais c'est une petite intervention qui va vous transformer votre quotidien. Et ça fait plaisir d'avoir des témoignages comme cette dame qui est simple, naturelle et qui exprime vraiment sa transformation. Voilà. Je Donc la ça connais fait pas plaisir. la dame, mais c'est vrai que Ça fait plaisir. Merci beaucoup. voilà, c'est très gentil parce que Merci pour les elle autres, vous surtout. dit, voilà, elle vous dit à vous les femmes, allez-y, hein, allez-y, allez voir le docteur Giraud Marc, même un autre docteur, mais mettez-vous la bandelette, ça change tout en fin de compte, hein, cette petite bandelette que vous mettez et ça vous facilite un petit peu la vie. Merci madame de votre témoignage, c'est vrai que c'est très important. Parlez-en des femmes, parlez-en autour de vous et surtout consultez. Allez consulter. Docteur, bien c'est vous qui avez justement le mot de la fin. Hein. Oui, juste une publicité. Oui, voyons, oui, c'est vrai qu'on va pas oublier le docteur Vauduit. Oui, c'est vrai. Que se passe-t-il, docteur Vauduit? Alors, pour la prochaine émission, Oui. qui aura lieu le 8 novembre, un mercredi. Bon, c'est pas le premier mercredi du mois, parce que le premier mercredi du mois, c'est le 1er novembre. Donc, on décale une semaine, c'est ça, le 8 novembre. Donc, toujours à 18h, on va parler de comment arrêter de fumer. Ah là là, alors là, Un tiens, bon sujet, là. va falloir être Par là. le docteur Philippe de Muson, qui est spécialisé dans tout ce qui est tabac, l'arrêt du tabac. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, prenez note le 8, le 8/11/2017. Alors, docteur Vauduit aussi, ben oui, pendant qu'on y est. Hein. Je mets une autre casquette. Oui. Et je fais une publicité pour Lions Club de Noyon, qui organise, à l'occasion de la journée mondiale de la vue, toute une journée de tests gratuits de dépistage des troubles de la vue. D'accord. Donc on vient, c'est gratuit. C'est gratuit. Et puis s'il y a des problèmes, on va vous dire voilà, vous avez des problèmes de vue de loin, de près, etc. Et allez voir votre opticien, votre ophtalmologiste. C'est gratuit. Ça se passe salle Sarrazin. C'est un jour de marché et juste à côté de la mairie. Ça se voit tout de suite. Oui, c'est facile à trouver. C'est hein, facile de à toute façon. trouver. Et Alors, puis, c'est un test assez rapide. Hein. On a pour une dizaine de minutes. À la fin, on peut vous dire, voilà, votre vue est bien, rentrez chez vous. Ou bien, vous avez des petits problèmes. Oui. Et là, il faut résoudre. Consulter. Voilà. Oui. C'est à partir de... Les tests, c'est le samedi 14 octobre. Docteur Giraud, donc vous avez forcément la dernière note, c'est à vous, hein, vous avez la parole pour le mot de la fin. Je voulais remercier le docteur Vauduit et toute l'équipe de Radio Puisalène de m'avoir invité pour parler de ce sujet qui est vraiment quotidien et qui... c'est vraiment l'endroit idéal pour en parler parce que toutes les femmes qui écoutent l'émission et qui sont concernées auront une petite serment au cœur pour se dire peut-être que moi aussi il faut que je franchisse le pas. Je pense en avoir parlé en toute simplicité. J'espère avoir été clair et surtout avoir donné la motivation à toutes ces femmes qui ont des soucis qui sont pas graves certes, mais qu'elles aient au moins le petit déclic d'aller consulter leur médecin, de consulter un neurologue et de faire cette démarche simplement de consultation pour avoir un avis et puis éventuellement voir ensuite s'il y a un geste une opération ou autre à faire. Mais
au moins que cet échange cordial que l'on a eu tous ensemble, avec quelques témoignages, avec cette dame à la fin qui est venue témoigner très simplement, et ça l'a fait plaisir. Et donc j'espère qu'au terme de cette émission, les nombreuses femmes qui nous écoutent auront le petit déclic de se dire écoute, finalement moi aussi je vais consulter, et puis peut-être que je pourrai améliorer mon quotidien. Voilà, donc je vous remercie vraiment de m'avoir invité, ça m'a fait très plaisir, et puis à bientôt, j'espère. Au revoir. Merci docteur Géraud. Docteur Vauduit. Oui. Donc ça y est, c'est là dans un mois, et comme le mois passe, le mois passe très très vite. Hein. Oui, comment arrêter de fumer. D'accord. Là, ça va intéresser beaucoup de personnes. Donc, vous pouvez me sourire, hein, vous savez. Hein. On connaît les gens qui fument. Élodie, vous pouvez me faire un beau petit sourire. Donc, Ludovic. Eh ben, moi, j'en ai appris beaucoup. Voilà. Ouais. J'ai pas parlé beaucoup aujourd'hui parce que c'est un sujet que je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai découvert, en mettant que les auditeurs, j'ai trouvé cette émission très intéressante. Au moins, si un jour on est à reparler du sujet, je serai déjà informé. Effectivement, on a pu apporter aux auditrices d'aller consulter, c'est important. N'hésitez pas, maintenant vous avez beaucoup de réponses peut-être à vos questions, donc n'hésitez pas à aller voir un urologue. Voilà. Merci de votre témoignage, merci d'écouter Radio Puisalène. Continuez de nous écouter, et bien sûr les femmes ont été à l'honneur ce soir, et merci docteur Géraud, ça nous a fait énormément du bien, et c'est vrai quand on écoute justement la dame qui témoigne et qui dit aux femmes allez-y, eh bien allez-y, allez voir le docteur, parlez-en, c'est pas un sujet tabou, il faut en parler. Merci de votre fidélité, merci surtout à vous Élodie de prendre aussi de votre temps, parce que Élodie, elle aussi, elle est bénévole ici à Puisalène. Et puis, eh bien, je pense qu'on va lancer la musique pour tous les auditeurs et auditrices de Radio Puisalène. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Merci.